Non, c'est facile celle-là. Caroline Masse. Marc Andrieux. Françoise Bocquet. Présente. Jacques Jepka. Présent. Denise Meunier. Michel Gilles. Corinne Ferté. Francis Villenois. Présent. Nicole Rémi Marot, représenté par Olivier Lavoie. Patricia Dufieux, représentée par Élodie Béniel. Claude Géninasca. Présent. Élodie Béniel. Présent. Sébastien Véron. Présent. Benoît Chouin, représenté par Céline Riant. Présente. Arlette Testrin. Présent. Nomination du secrétaire de séance. Caroline. D'accord. Approbation du procès verbal du 7 décembre. Est-ce que vous avez des remarques? Parfait. Alors, premier point, présentation du rapport d'observation définitive relatif au contrôle de la Cour des comptes de la communauté de communes. Bon, donc vous avez le lien. Voilà. Vous avez un petit extrait des points importants. Vous en faites grâce? Oui. Bon. Voilà, si vous avez quelques lignes, bon, c'est toujours intéressant, mais ça. Donc, ils n'ont rien trouvé de dramatique, ils ont plutôt trouvé que la communauté de communes fonctionnait bien. C'est toujours intéressant de lire un petit peu ces rapports un peu complexes. Tu l'as lu? Je me suis arrêtée. D'autant que la communauté de communes, je dirais, a en charge un certain nombre de compétences non négligeables. Et donc, c'est important de voir son fonctionnement et l'analyse qui en est faite. Donc, pour ceux que ça intéresse, Corinne nous avait envoyé un lien téléchargeable. Et sinon, c'est bien un exemplaire papier en mairie. Dans le bureau de Corinne. Bon, donc, on prend acte de la tenue d'un débat. Alors, le point suivant, c'est l'intervention de l'EPFLO. Alors, on a déjà abordé ce sujet. Pour rappel, donc, le PFLO apporte du conseil et notamment sur des solutions situées aux collectivités pour l'acquisition foncière. Donc, on avait acté le principe de travailler avec eux lors d'un précédent conseil municipal, donc c'était au mois d'octobre. Ils sont venus il y a 2 jours faire une présentation un petit peu plus complète. Donc en fait, pour nous, l'intervention de l'EPFLO pourrait se faire sur 2 parcelles. Dans un premier temps, comme vous avez pu le voir là, sur les pièces jointes, plutôt en conseil, pour avoir une veille foncière et sur les 2 parcelles qu'on avait déjà citées. La première qui concerne l'OAP qu'on a fait sur le secteur d'Écoxy, sur le secteur nord. Le PFLO pourrait être intéressant sur 2 aspects. Si le projet n'avançait pas, si le propriétaire ne trouvait pas d'opérateur acquéreur, donc le PFLO pourrait se substituer et acheter le terrain. Ou si le deuxième volet pour lequel ça pourrait être intéressant, c'est si le projet proposé par l'opérateur ne convenait pas, je dirais, dans l'idée qu'on se fait du devenir de cette parcelle, le PFLO pourrait intervenir. Donc, alors, si vous avez vu la plus-value la plus importante, c'est sur la parcelle époxy, c'est que si on passe par cet organisme, je dirais les coûts de démantèlement de l'usine seraient pris en charge. C'est-à-dire que 5 ans de portage, si le
s'il n'y avait pas d'opérateur qui interviendrait, si la commune était obligée de racheter cette parcelle, elle rachèterait la parcelle moins les coûts de démantèlement. Donc vous avez vu avec des conditions précises, mais ce qui est quand même un gros avantage, parce que sur des parcelles industrielles comme ça, la dépollution des démantèlements peut coûter un peu d'argent. Voilà. Sur l'autre zone, celle de la ruelle des Bois, c'est plus de la veille. Vous avez vu d'ailleurs dans le projet de convention, il n'y a pas de chiffrage. Et j'ai oublié de dire que dans le projet de convention sur le secteur nord, il y a un chiffrage, une enveloppe qui a été mise vraiment de manière un peu large pour des études éventuelles. Parce que si le PFLO venait à acheter le terrain, il ferait quand même des analyses de sol pour voir l'état de la pollution de la parcelle. Donc voilà. Et par contre, ça serait eux qui prennent les coûts en charge du démantèlement et de la dépollution de la parcelle. C'est le gros avantage de passer par eux. Par contre, si au bout de 5 ans, alors bien sûr, oui, j'ai vu que la mairie est obligée d'acheter. Bon, là, dans un premier temps, on est plutôt en veille. La mairie n'a pas forcément intérêt à acheter, même via le PFLO. C'est les deux cas de figure sur lesquels on souhaiterait faire intervenir. C'est effectivement si ce projet c'est vraiment pas du tout, si le propriétaire actuel ne trouvait pas acquéreur ou ne pouvait pas procéder au démantèlement de l'usine, là, ça serait intéressant. Il en est où là pour l'instant? Pour l'instant, il veut demander une modification du PLU, c'est ça? Oui, voilà, on est en attente de la modification du PLUI qui n'interviendra qu'en mars, vous savez, communautaire de mars, puisque aujourd'hui la révision du PLUI n'a pas été entérinée. Par contre, j'avais vu aussi que ça devait être une résidence destinée aux seniors, c'est ça le projet? Non, alors pas forcément, on est dans l'OAP. Il y a un secteur, je ne l'ai pas repris là. C'est pour celui d'époxy, du moins. Oui. Parce que j'ai vu. Oui, on avait dit que. Une proposition. C'est juste une proposition ou... Oui. D'accord. Ça peut être autre chose en fait. Oui, tout à fait. Voilà, dans la proposition de l'OAP, en fait, on a mis une zone d'habitat regroupé et une zone de petites maisons individuelles. Alors ça, c'est sur l'autre parcelle, je pense. Non, ça c'est pas sur la ruelle des Bois? Non, c'est sur l'époxy, c'est sur la même parcelle? C'est très grand. D'accord. Oui, voilà, donc on a mis de l'habitat individuel et quelques maisons individuelles. individuelles. J'avais pas dit, d'accord. Bon. Après, on s'était fait un peu le bilan qu'effectivement, il y a des personnes âgées qui souhaiteraient rester à la Ferté-Milon qui ne trouvent pas de logement adapté et ça pourrait être une orientation sur ce type de logement. Mais après, on ne flashera pas, ce ne sera pas une maison de retraite de nouveau, il y en a une juste à côté. Oui, c'est pour ça que je m'étais posé la question. Non, en fait. Il n'y a rien d'écrit pour maintenir des activités de production? Pas sur cette parcelle, parce que soit elle est classée habitat, soit elle est classée industrielle. En partie. Là, pour l'instant, non, dans le PLUI, la demande du propriétaire était de la classer en zone habitat. Et c'est ça ta question? Oui, moi je trouve ça dommage qu'on perde des zones pour la production industrielle ou pour la production et création de richesse. Alors là, le problème, c'est la mixité de ces zones. C'est un programme on a de l'industriel juste à côté de l'habitat, on sait les difficultés de cohabitation entre l'industriel. Le raisonnement il est comme suivant, c'est quelqu'un qui quitte, qui arrive quand même à trouver la possibilité de se réimplanter dans la Ferté-Milon parce qu'il y avait l'Intermarché qui était vide à un bon prix. Il a pu faire cette opération, il a pu le maintenir dans la Paradis, heureusement.
Mais si on se sépare de foncier comme ça, juste pour faire du logement. Mais à côté, on a quand même un besoin d'avoir des zones d'habitat dans la Ferté-Milon. Sachant aussi que de l'autre côté, finalement, il y a les HLM. La zone commerce devient de la zone industrielle. Et ça fait retrouver une certaine logique à ça. Oui, puis il y a déjà les appartements sur le côté, il y a Epoxy, et après il y a Carrefour. Carrefour, et puis tu as aussi là où il y a Reka, le Maillon Fertile. Donc en fait, même si tu construis en maison d'habitat ou en pavillon, n'importe quoi, ou en HLM, c'est logique. Et en face, il y a des habitations aussi. T'as juste en face, tu as des habitations, tu as tous les pavillons qui sont en face aussi. Oui, en Bordeaux, tu as des gens qui passent à 90 km/h. Comme partout, comme devant chez toi, comme partout. Donc, tu sais, ça, malheureusement. Non, mais la réflexion, elle est plus sur maintenir aussi des zones où on produit, parce que finalement, on a des villages où, si tu regardes l'équilibre général, le fait d'avoir des mouvements de voitures et autres, c'est des gens qui partent pour aller travailler, qui reviennent, ça crée aussi si vous trouvez un équilibre entre effectivement développement de logement, mais aussi production. Oui, mais qui il en reste encore des terrains. Oui, il reste du terrain libre. On a créé quand même une zone activité artisanat, derrière le rang et puis le long de. Il y a les couleurs là. Il y avait un terrain qu'on avait racheté là, de 10 000 m². Oui, pour l'instant on l'a pas fait puisque la vente s'est pas faite avec. On n'a pas pu acheter la parcelle. Parce qu'il n'y avait pas de financement, on n'a pas pu présenter. Non, c'est parce qu'il y a un problème de succession, je crois. Ça a du sens, à mon avis, de transformer le terrain Epoxy en habitat. On se retrouve avec de l'habitat en entrée de ville, c'est quand même plus logique que de se trouver avec de l'activité. C'est ce qu'on reproche en gros dans toute la France, aux transformations des villes, des entrées de ville dans toute la France. Je pense que nous, on arrive à faire marche arrière, c'est un petit peu miraculeux, je trouve. Et que, évidemment, il ne faut pas que l'activité s'en aille ailleurs. Hein. Et là, il se trouve que Epoxy a trouvé son local qui correspond mieux à son activité, à la location en Intermarché. D'ailleurs, il cédera peut-être une partie de ce local pour faire autre chose. Voilà, on n'est pas c'est qui va bien, mais oui, puis c'est des familles qui peuvent venir. C'est des familles, des gens avec des enfants. C'est toujours un dynamisme aussi d'avoir une famille qui vienne s'installer. Non, t'es pas d'accord? Je te sens sceptique. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Donc on va passer au vote. Donc c'est sur la signature de la convention, donc avec le PFEDO. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? 2. Tu m'abstiens aussi? Alors, convention, famille rurale, garderie. Alors la halte garderie est effectivement ouverte 3 jours par semaine, et c'est une famille rurale qui en a la gestion. Et cette gestion est faite grâce à une convention annuelle, donc on vous propose le renouvellement de cette convention. Le partenariat. Donc le coût annuel prévisionnel maximum de cette participation est de 27 000 €. Et tout ça, bien évidemment, c'est dans l'attente du métier. C'est la même participation que chaque année. Il y a à peu près la moitié de subvention de la CAF. Est-ce que, question, passe au vote. Est-ce que quelqu'un est contre cette signature de convention? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Création de postes de vacataires, service en temps jeunesse. Alors, par exemple, au niveau préscolaire, il y a un taux d'encadrement des enfants qui est nécessaire, qui est légal. Donc qui est de 1,10 pour les enfants de moins de 6 ans et 1,14 pour les enfants de plus de 6 ans. Et bien évidemment, quand il y a des absences au niveau de l'encadrement, ça peut poser problème. Donc on aimerait ouvrir 2 postes de vacataires afin de garder tout le temps les ratios légaux pour l'encadrement des enfants. Donc ça nous
l'absence de continuité dans le temps, il y a une rémunération qui est vraiment à l'acte. C'est vraiment. Voilà, il n'y a pas de congé, voilà, c'est vraiment des postes, ce sont des postes qui sont ouverts, mais c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a aucun engagement réel, enfin, à long terme. C'est à la carte. Ouais. Ça répond vraiment aux besoins ponctuels. Comme il a pu se passer dernièrement, on a plein d'absences pour maladie et au pied levé. Là, il a fallu, les élus ont été largement sollicités au service, mais bon, on a besoin d'avoir des gens en capacité d'intervenir pour renforcer les équipes au pied levé. Sinon, on est obligé de fermer le service. C'est simple, non. Et ça a été quand même depuis le début d'année, il y a eu beaucoup de malades, parce que les virus ont beaucoup circulé. Donc, le service enfants-jeunesse, ça a été extrêmement compliqué. Pérenniser des équipes. Donc, donc, tout le monde a été mis à contribution. D'autres questions sur le sujet? Non? Non. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? La location. Ah, ici. Oui. Donc, ça. Et le montant de la vacation, donc c'est le taux horaire brut de la chambre, 12 €. Taux horaire. Pas d'abstention, pas de vote contre. Point suivant. Tarification d'occupation du domaine public. Donc on avait voté notamment l'installation d'un food truck. C'est vrai qu'on n'avait pas inscrit le droit de place en tant que tel. On l'avait juste mis dans la convention pour être totalement en règle. Donc on vous propose d'ajouter à notre tarification actuelle qui est pour le moment donc, un droit de place hebdomadaire, présence ponctuelle d'un commerçant, c'est 8 €. Droit de place mensuel, donc toutes les semaines pendant un mois, c'est 16 €. Droit de place d'un camion publicitaire, c'est 40 €. Et droit de place d'une vente au déballage, c'est 100 €. Donc, on vous propose d'ajouter les deux lignes qu'on avait déjà largement discutées lors de la commission puis lors d'un précédent conseil. Donc, un forfait de 200 € par semestre pour l'installation d'un food truck et un forfait de 2 € du mètre carré de terrasse par semestre. Ce qu'on s'était dit pour qu'il n'y ait pas en pleine concurrence aussi avec les commerces existants. Alors on va se poser la question aussi, puisqu'on a eu la mauvaise surprise d'apprendre que le restaurant des Ruines a fermé ses portes. Lors de la commission, on avait envisagé 2 emplacements pour des food trucks. Alors, est-ce qu'on lance un appel à projet sur les 2 emplacements? On avait prévu d'en lancer qu'un, puisque on voulait voilà, de concurrence. Bon, j'ai vu les propriétaires de restaurants des Ruines. Pour l'instant, c'est quand même la grande inconnue, parce que tout le monde est un peu dans l'attente de la raison officielle et de la durée de cette fermeture. Donc, est-ce qu'il n'est pas opportun de lancer un appel à candidat pour un 2e emplacement, puisqu'on va lancer, on ne l'a pas fait avant les fêtes, puisque l'ouverture d'un emplacement au mois de mars ou avril, pas la peine de lancer ça 6 mois avant. Donc, si vous êtes d'accord, je vous proposerais bien de mettre les 2 emplacements, puis on verra si on a des candidats. Au cas où. Voilà. Qui
qui peut le plus, peut le moins. Voilà, c'est ça. Non, mais s'il y avait une reprise, Ah oui, voilà. On va mettre la reprise en porte-à-faux. Ah, voilà. c'est- Tout à fait. Ça, parce que le mec qui reprend dans un food truck. Enfin là, on n'a aucune idée, puisque là, c'est très soudain. Et ça, sur les tarifs, on renégocie chaque année ou On peut, Ça, enfin, c'est on peut juste pour une délibérer. saison, en fait. Oui, la saison, Une pour une négociation. saison, on délibérera. Voilà, si on voit que c'est trop, si c'est pas assez. Là, cette proposition elle a été faite aussi au regard de ce qui se passe aux alentours. Donc ça pourrait être renégocié éventuellement chaque année ou. Oui. Ça, ces droits de place, je dirais, sont déterminés avec une délibération. Donc, effectivement, on peut les faire évoluer si on souhaite. En plus, d'autres questions? Non? Je vous propose de passer au vote. Donc, pour ces droits de place, est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Bon, merci. Et est-ce qu'on met au vote la réponse qu'on a déjà fait, mais on verra. Alors, point suivant, l'intégration de la passerelle commune dans la voirie communale. Alors, je passe tout de suite un petit peu à la délibération suivante, parce que si on fait cette intégration dans la voirie communale, c'est que seule la voirie communale peut être subventionnée. Donc, si on demande des subventions pour les réalisations et l'entretien de secteur, il faut le secteur de voirie, il faut que ce soit enregistré dans la voirie communale. Donc la passerelle Gaumont, bon, vous identifiez bien voilà, la passerelle. Les voiries communales, donc, elles sont imprescriptibles et inaliénables. Sur ces voiries communales, la dotation globale de fonctionnement est proportionnelle au linéaire de la voie communale. Enfin là, on rajoute 21,30 m. Je pense que ça va pas améliorer les finances des recettes de la commune. Donc l'ancien linéaire, c'est intéressant d'ailleurs à voir, on a quand même 19 km 558 de route communale, c'est pas négligeable, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et donc auquel on ajouterait donc, la passerelle Gaumont à 21,30 m. Chouette. Ouais. Bon, est-ce que ça. Non, personne n'est contre. Moi j'avais une question. Oui. Pourquoi elle n'est pas passée avant en domaine public? Parce que généralement les passerelles ne le sont pas forcément. Bah, parce que je pense que je pensais qu'elle était super touristique. Je pense que les gens, en plus, elle est juste en face du château. C'est la même. Parce que quand on se balade dans Milan, on passe pas sur les ponts. Mais tu passes aussi sur les trottoirs. C'est quand même là où t'es proche de la roue, ou de l'autre côté t'as le kiosque. Enfin non, c'est pas touristique. Bon, moi je veux bien. Hein. D'accord, ok. Ça n'a rien Ah non, mais je sais pas, je posais juste une question, pourquoi ça n'avait pas été fait avant, donc voilà. Je sais pas présenté. Je suis pas présenté sur le. On n'allait pas la pêche aux subventions. Il n'y avait pas de chambre. C'était dans les années 80. Vu qu'on prend le tourisme, donc c'est étonnant. Ce que je vais te dire, c'est que l'inscription Chacun ses options. ouvre la possibilité de demande de subvention. Non, tout simplement parce qu'avant, il n'y avait pas de subvention pour les ouvrages d'art. Il y avait un recensement pour les ouvrages Depuis quand d'art, Depuis une quand passerelle ou autre, qui était complètement indépendant. Maintenant, la voirie départementale a modifié ses statuts et elle considère qu'il faut prendre le linéaire de l'ouvrage pour l'intégrer dans la longueur des voies communales, ce qui n'existait pas avant. Ouais, mais depuis quand, justement?
la passerelle a été construite en 91, c'est moi qui l'ai faite, alors je m'en souviens bien. Et puis en second lieu, c'était fait dans les années 2000-2010, où la voirie départementale a modifié son règlement. On sent tout de suite là, la recherche de. Parce qu'il y a eu. Non, je sais pas, vous voyez le mal partout, hein, c'est vous, c'est pas moi. Je pose juste des questions. On le lit partout, Bah, moi aussi je le lis partout, si c'est vrai. Il y a eu un recensement des ouvrages d'art. Et moi aussi je le lis partout. Dans les années 2000. Je l'ai même lu dans le vieux annuaire, mais c'est pas grave. Oui, ça n'existait pas avant. Et avant, sur un ouvrage, c'était forfaitaire. Alors là, ça tient compte de la longueur totale de la voirie. Oui, parce que elle date de quand la passerelle 91. Oui, parce que déjà pour la passerelle Eiffel, elle était exceptionnellement prise dans la voirie communale, c'est pour ça qu'on avait bénéficié de la subvention. Et les autres passerelles ne l'étaient pas. Enfin là, ça nous permet de demander un petit peu d'argent au département. Oui. Donc déjà, tout le monde est d'accord pour le classement. Oui, on est d'accord. Voilà. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Non, mais non. Mais non, c'est bon pour le tourisme, donc je vais pas m'abstenir, voyons. Bah alors, enfin. Allez. Enfin. C'est très, très. C'est toujours un débat très enrichissant. Mais bien sûr, n'est-ce pas? Alors, avec moi, c'est toujours enrichissant. La passerelle comment? Donc, on a tous vu que malheureusement, nos passerelles se dégradent très très rapidement. On a aussi bénéficié d'une mission du CEREMA qui a fait un peu un état des ouvrages d'art communaux. Qui a confirmé ce qu'on avait bien vu tout seul. On a fait faire un devis l'année dernière pour l'entretien de la passerelle Caumont. Donc on vous propose de faire cette demande de subvention au titre du dispositif APV pour un taux qui serait de 41% du montant des travaux. Donc le devis est à hauteur de 24 000 € à peu près, ce qui avec un reste à charge pour la commune de 14 198 €. Donc là, ce qui est en délibération, c'est savoir si vous êtes d'accord que l'on demande au conseil départemental l'attribution de cette aide. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Merci. Alors, point suivant. L'enceinte Philippe Auguste, restauration de la tranche numéro 2. Alors, vous savez, on avait été bénéficiaire du loto du patrimoine. Donc pour un dispositif qui devait financer quasi l'entièreté des travaux, on se retrouve donc avec un dispositif qui en finance qu'une partie. Donc pour rappel, le loto du patrimoine, c'est 323 000 € sur 1 million, un petit peu plus d'1 million de travaux. Corinne vous a remis le financement à ce jour en fonction des assiettes retenues. Voilà. La première phase des travaux est en cours. Nous avons eu aussi, je dirais, la confirmation que la Fondation du patrimoine nous octroyait non seulement une subvention, mais aussi celle du club des mécènes pour la somme des deux, c'est 17 500 €. Alors, la deuxième tranche des travaux, elle sera à venir. Pour ne pas perdre les subventions qui sont déjà octroyées, c'est-à-dire celle du loto du patrimoine et de la Fondation du patrimoine,
Je vous propose que, sous le dispositif de la DETR, on puisse redemander, je dirais, le financement de la dernière tranche des travaux. Donc ce soir, en fait, là, ce qui est mis en délibération, c'est uniquement la demande d'aide au titre de la DETR. Bon, voilà, ça permet d'avoir, d'être dans la suite de ce qui a été précédemment octroyé, et au moins, je dirais, la DETR ne rendant ses avis qu'à l'été, ça permet de ne pas perdre une ou deux années sur l'autre. Ce qui nous ferait, je dirais, un reste à charge si la DETR nous octroyait la totalité de la demande, c'est-à-dire 315 000, ce qui ferait un autofinancement de 25 800, qui serait plutôt très très bien pour la collectivité, qui permettrait de terminer cette part de remboursement. En fait, dans le reste à charge, vous avez oublié de mettre la collecte de dons qui a été organisée par la Fondation du patrimoine, qui est toujours en cours et qu'on va essayer de booster cette année. Cette collecte, aujourd'hui, elle est à peu près à 7 500 qui s'ajoutent à ça, qui serait à retirer des 25 800 en fait. Pardon? C'est sur les Non, mais sur le global. Oui, je sais pas, non, tu peux partir de la collecte sur la tranche du budget, à mon avis, la collecte, elle ne jouera pas. Parce que je suis pas sûr que tu puisses la diviser. Mais c'est un calcul assez confus. Oui. Alors, je veux dire aussi que ce sera les 800 ans de... Voilà, alors cette année, on fait les 800 ans de Philippe Auguste. Donc on essaye de faire un petit événement marquant pour les journées du patrimoine, qui consistera à la fois à relancer cette collecte au maximum et puis fêter dignement la première tranche de restauration des travaux qui devrait être terminée à cette époque-là. Même si elle a pris le retard, enfin on peut espérer quand même qu'avec une température un peu meilleure, ça s'accélère. En fait, le problème de l'entreprise qui travaille, et la priorité est donnée à Villers-Cotterêts, au château de Villers, de même que la fourniture des pierres et quasiment tout va à Villers-Cotterêts. Et Notre-Dame. Voilà. Donc, c'est une problématique qui n'était pas prévue au départ, mais on est un peu obligé d'assumer. Ils ont une échéance quand même très courte, là, parce qu'en juin, ça vaut les travaux. Mais en fait, ce qui serait dommage, c'est que nous, on fasse durer ça jusqu'au mois de juin, alors en théorie, ça devrait être terminé pour la première tranche. Alors, donc on va procéder au vote. Donc, je rappelle, c'est uniquement sur la demande de subvention au titre de la DETR. Donc, est-ce que quelqu'un est contre ce qu'on demande cette subvention? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Une, deux. Très bien. Point suivant, l'éclairage public. Alors, donc depuis presque 3 mois, nous avons donc éteint l'éclairage public de 23h à 6h du matin. Donc on s'était engagé à revenir vers nos concitoyens pour voir si ces horaires étaient les mieux adaptés et voir si on avait s'il y avait des demandes particulières. Alors, une nouvelle enquête a été relancée. Alors, c'est vrai que Pierre, j'ai eu le temps d'imprimer
Alors c'est pas 90 réponses, mais maintenant c'est 93, je crois. Oui, mais ils nous ont envoyé tout à l'heure. Bon, enfin, non, ça change pas le global. Alors, bon, on a eu que 90 nouvelles réponses aux enquêtes. Donc 60 sont satisfaits de la mesure en place, contre 30 qui ne le sont pas. 48 souhaitent modifier la période d'extinction et 42 souhaitent conserver 23h, 6h. Donc, on avait fait des demandes, donc on voit que là, on a un petit peu, on a un petit peu tout. Donc, il y a des gens qui veulent revenir à 23h15, il y en a 22, il y en a 18 qui veulent rester à 23h, plus les 42, donc il y en a 60 qui veulent rester à 23h. Il y en a 5 qui veulent 22h30, il y en a un qui veut 22h45. Pour le matin, alors il y en a 13 qui veulent 5h30, il y en a 54 qui veulent qu'on reste à 6h, il y en a 12 qui veulent 4h45 et il y en a 11 qui veulent 5h45. Voilà, donc pour vous dire que c'est très large. C'est très large. Alors, les principales quand même demandes sont effectivement le train, les gens et l'éclairage pour aller au travailler. Parce que c'est vrai qu'on avait dit premier train, mais on avait dit 6h, mais j'avais demandé à 6h moins 10, mais donc ça a été mis à 6h. Donc effectivement, là, le premier train, alors, donc il y a un premier train à 5h. Oui. 15 bon, moi je suis allée en gare, donc très peu quand même de voyageurs à 5h. Il y en a beaucoup qui viennent en voiture. Et le week-end, quasi personne à samedi dimanche 5h. Alors 6h, en fait vous savez qu'on a un train à 6h, enfin 6h02, et on a un train direct à 6h18. Donc le producteur me disait qu'il y a beaucoup plus de monde à 6h18 qu'à 6h. Donc c'est pour ça, à mon avis, que les gens n'ont pas trop réclamé en mairie, parce que finalement on n'a pas eu très peu de contestations en mairie. On a eu une ou deux gens qui sont présentés en disant il y a un problème. Mais effectivement, c'est pas très logique le train à 6h d'allumer à 6h. Alors l'autre contrainte, c'est quand même que on s'était dit 7 heures d'extinction, il y a une économie substantielle de 25 000 €. Alors 25 000 € d'économie au coût actuel de l'énergie, mais comme l'énergie augmente, c'est surtout, je dirais, ce qu'on ne va pas dépenser en plus. Parce qu'il y en a tout de suite qui ont dit et sur les impôts, ça va baisser les impôts. Oui, enfin, si on augmentait les impôts à chaque fois qu'on va avoir une augmentation d'inflation, je pense que voilà. Donc c'est surtout les économies qui vont payer, je dirais, ce qu'on ne maîtrise pas par ailleurs. Et si on ne fait que 6 heures d'extinction, on perd 7 000 € d'économie, ce qui n'est pas négligeable. Alors, bon, on a discuté un petit peu, on était un petit groupe à en discuter. Alors c'est pour ça qu'on vous a fait la proposition suivante. Je dirais que les gens qui prennent le train à 6h, qui sont quand même plus trop contingent de personnes qui prennent à 6h, même si c'est après 6h20, on proposerait de démarrer à 5h45, de réallumer à 5h45. Alors le week-end, il n'y a pas de train de 6h. Non. Il y a un train à 5h, il y a un train à 7h. Voilà, puisque c'est toutes les 2 heures. Donc on proposerait le week-end de réallumer qu'à 6h45. Donc et par contre le soir, au lieu de 23h, dire 23h15, parce que bon, il y a pas beaucoup de films qui durent au-delà de 23h, mais bon, il y en a, mis à part Avatar, mais bon, c'est quand même exceptionnel. Non. Je suis pas d'accord. Il y en a d'autres.
Et puis il y a le dernier 23 train, heures. 23 heures. Ok, Après, c'est sûr qu'on ne pourra pas satisfaire à toutes. Voilà. C'est un compromis qu'il va falloir prendre. Moi, je trouve que globalement, les gens sont plutôt satisfaits qu'on ait éteint la nuit, parce que finalement, en voiture, ça ne change pas grand-chose. C'est vrai que les piétons, il faut qu'ils s'habituent à se rendre visibles de nuit, et ça, c'est vrai, même s'il y a des éclairages. C'est pareil. Un petit peu d'ordre dans la lumière. Oui, En plus. Alors, donc si on vous fait cette proposition, au lieu des 49 heures d'extinction, quand on faisait 23h, 6h, on arriverait à 47h30, ce qui est encore quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un compromis, hein. On sait qu'on ne satisfera pas tout le monde, malheureusement. Mais voilà, l'idée ça serait de faire 5h45, 23h15, enfin 23h15, 5h45, et le week-end 23h15, 6h45. Par contre, est-ce qu'il n'est pas possible de remettre à 5h30 au lieu de 5h45 pour ceux qui prennent le train de 6h? Alors on s'était dit... Enfin, c'est juste un quart d'heure, c'est pas un... un quart d'heure, c'est pour que les gens aillent au moins au deuxième train. C'est pas peut-être sacrifier le premier, mais au moins pas le deuxième. Alors 20 minutes, Tu sacrifies pas. Ouais, donc en fait, ce que 20 tu... minutes de chez moi, par exemple, à pied pour aller à la gare. Bon, sinon, on peut se dire c'est 20 minutes. On est très loin. Après, c'est sûr qu'on aura toujours mais des gens qui viennent à pied le matin. Il n'y a pas beaucoup. Je peux te dire que. Bah, moi, j'en vois passer devant chez moi. À 5h30, c'est 6 heures. Je parle celui de 6 heures. Oui, mon mari prend celui de 6 heures. Non, moi, je le prends pas. Mais mon mari le prend. Oui, voilà. Il y en a un qui va avec un gros 4x4 qui passe bien en voiture. Oui, en voiture. Je parle celui de 6 heures, je parle pas celui de 5 heures. Mais il y a très peu de monde à 6 heures. Ah bon? La plupart des 6h20. 6h20? Si, pas celui de 6h10. Non, il n'y a pas 6h10. 5 heures, alors c'est 5h56, exactement le deuxième train. 6h, 6h10, 6h10. C'est un direct, c'est pour ça que les gens prennent 6h10 parce qu'il y a des personnes concernées. C'est 6h01. C'est comme le cinéma, pour la 8 personnes ou 6 personnes, effectivement. Je vais demander les sorties. Il est toujours en train de garer à son aide. Dans le sens, le direct est privilégié. Moi j'ai une demi-heure pour déménager. Moi, j'ai ça, d'accord. Il y en a deux qui laisseraient comme ça. Moi, je pense que le 5h45, ça me semble bien, parce que le 6h, c'était un peu. Enfin, on s'est loupé sur le 6h. Moi, j'ai dit, il faut le train de 6h. On dit 6h, c'est oui, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a le direct est plus sollicité que le 6h. Moi, je mettrais 45, ça me semble bien. Voilà. Ceux qui, déjà pour la gare, pour l'école, ceux qui arrivent, qui habitent rue de la Chaussée, ils vont en voiture. Je dirais, au-delà de la rue de la Chaussée, il y a très peu de monde qui va à la gare à pied. James, on ne prend plus le train de 6 heures, donc il y avait personne qui allait à pied. Il y avait que James. Lui, il est en courant. Alors effectivement, c'est toujours un compromis. On a beaucoup de communes qui est quand même dans le Loire, on n'a pas trop. Bon, après, c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant. Dès qu'il y a le premier train, il est là, il se dit ça. Je veux pas non, c'est pas compliqué, mais c'est parce que après les gens ils disent ah bah tiens, mais pourquoi c'est pas allumé à ce ici. Enfin, oui, mais bon, après, les gens on fait ces petites
modification, on perd un peu, mais sur la semaine, on perd que 1h30 d'extinction. Est-ce qu'on passe au vote donc, pour cette nouvelle proposition? Alors, peut-être pour ceux qui veulent rester comme on est aujourd'hui. Je crois qu'il y en avait 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le personne pour un double prévisionnel, Je vais en mettre une dans la voiture. sur l'ensemble de l'État, il y en a plein qui sont. Oui, mais ceux qui prennent le train, c'est vrai que traverser les maisons à pied pour aller prendre le train, c'est pas très agréable. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde alors ceux qui prennent le train à 6h18 que à 6h, parce que le 6h, c'est celui pour lequel il faut changer un mot. Donc les gens préfèrent prendre 6h18. Mais c'est plus le soir que les étudiants y rentrent. Il y a beaucoup d'étudiants qui rentrent le soir. À 23h Avec des changements à mots. Ce qui vient d'avant, c'est fini directement. Et elle repasse par la partie de retard. Ils arrivent à 23h. Mais il n'y a pas tellement. Il n'y a pas grand monde. En semaine, ils sont. Et qui est d'accord pour la nouvelle proposition là? Tu votes deux fois. C'est compliqué. Il faut mettre à l'oiseau. Ton côté corps, ça Changer si vous voulez. Moi j'ai essayé de ramener je me suis fait rattraper par la police. Oh, moi je suis aussi bien pour celle-ci que pour la sienne, ça ne change rien. Je m'abstiens. Abstiens. Abstention. Bah oui, parce que j'aurais préféré 5h30. Bah excusez-moi d'avoir des convictions. Excusez-moi d'avoir des convictions pour nos citoyens. J'aurais préféré 5h30, mais vu qu'on parle de ça. C'est-à-dire qu'on allume à 5h30. Tu sais, on fait des économies, mais on dépense le mal à propos à côté. Donc tu sais, à un moment, il faut savoir équilibrer les choses. Soit. Nouvelle proposition. Bon, alors on est embêté parce que ça fait 8 et 8. Ah, c'est bête ça. Tu l'as fait exprès. Tu l'as fait exprès, Jackie. T'es un coquin. Jackie, c'est un coquin. On était à 23h15 pour les braqueurs qui vont au cinéma. 23h15 pour le cinéma. En même temps, on voit que personne n'y va au cinéma, tu vois. Moi, il faut laisser les gens. C'est de la culture. Le cinéma, c'est quand même important. C'est que j'ai mis sur l'éclairage public, c'est 23 000 ou on en parle? 25 000. 25 000. Et là, on est passé la passette comme on est 25 000, on passe à. Mais là, on va passer à 23 000 puisque. De couper la lumière, ça paye la passerelle. C'est pour ça qu'il faut. Bah oui, la passerelle con. C'est bête, hein. Elle aurait pu être entretenue avant. Bon, pour le soir, effectivement, on avait moins de demandes pour le soir. Non, il y avait plus de demandes pour changer de soir. Je crois qu'il faut voter là. Non, alors le soir, donc effectivement, on avait 22 pour 23h15 et 60 pour 23h.
Au 22h15. Voilà, 23h, comme on l'a fait là. Et le matin, finalement, c'est 6 heures le plus plébiscité. Moi, ça m'embête vis-à-vis du premier train, quand même. Ouais, moi aussi, franchement, ça. On peut pas faire un compromis, 23h du soir. 23h, 5h30. 5h45. Et 5h45. Voilà, comme ça le quart d'heure qu'on gagne. 5h45, je regarde. Voilà. J'ai dit, on ferme à 23h et on commence à 5h30 pour les gens du train. Parce que le cinéma, c'est quoi? Bah non, puisque le quart d'heure, tu te déplaces en fait. Au lieu de 23h15, tu fais 23h. Mais non, on est à 23h15 si on veut. Non, 23h. Alors, bon, puisque c'était moitié-moitié, on propose de faire moitié-moitié, c'est-à-dire que 5h45, 23h. Voilà, parfait. Ok. Et là, Ouais, c'est bien. on vote plus. Sinon, d'être capable de Tout le monde est d'accord. On refait une heure de poche. Et À 23h, et tu remontes dans. C'est pour le cinéma, c'est pour le cinéma. Bah oui, mais tu vas pas fermer le cinéma, sans quoi on va le fermer, c'est quand même dommage. Je sais pas, non, t'es pas pour les cultures. La culture cinématographique. Ah non, non, c'est vrai que toi c'est l'agriculture, pas la culture. On achètera quelques lampes torches qu'on enverra à ceux qui viennent aux articles. Voilà, on va faire une boîte, pas une boîte à livres, mais une boîte à lampes. Détecteur de mouvement. Détecteur de mouvement. Des lampes à détecteur de mouvement. C'est très bien. Et alors par contre, le week-end, 6h45, 23h. On est OK? Oui. C'est bon? Allez, Bah, écoutez. On va lui manquer le ballon avec les C'est 23h, 5h45. Oui, et le week-end, elle reste à 23h alors. 23h15, 6h45. Non. Le week-end. Le week-end, 23h, 6h45. Peut-être 47. Ah oui, au lieu de 23h15, c'est 23h le week-end. C'est resté à 23h. Bah, le Oui, week-end. Comme c'était moitié-moitié, Voilà. donc pour ça, j'ai fait la proposition suivante. 5h45, 23h. Et 6h45, 23h, enfin l'inverse. Oui, voilà. Vous avez compris? Au vu de ce qu'on nous a donné aussi comme, comme résultat à l'enquête. Et compromis, voilà, pas tout le monde. Voilà. Ok. Les députés. Rue du Moulin à Vent, la Beaubrenard, 21 rue de Verdun et 47 rue de la Chaussée. La SCI des 35 clochers. Alors la SCI des 35 clochers, c'est l'ancien atelier de madame. C'était Baril. Oui. Je te parle d'avant. Avant, c'était le marchand de vin Baril. Il y avait le fabricant de. C'était pas les qui étaient en Turquie, la famille était en Turquie. Non, c'était la même maison d'à côté encore. C'est Duval qui a racheté à... Mais c'était une fabrique de boutons derrière. Derrière. Moi, je croyais que les boutons, c'était. Les achètes là. Je crois que t'as marre. Ah ouais, c'est. C'est 2200 € du mètre. Enfin, donc ça veut dire, en gros, il y a à peu près 8 logements dans le bâtiment qui donnent sur le marais, et il y en a bien pour un fait, j'en suis pas très sûr. 8 aussi sur l'autre, ça fait 7 logements d'automne. Il y a des parties en silo. Il y a 12 semaines. Et ce qui explique qu'il y a le nombre de voitures et les parties. Voilà. C'est une des parties du problème. Il y avait combien Sinon, d'appartements? 21 rue Verdun, c'est. C'est pour ça que tu as plus de place sur le jardin. Les anciennes entreprises d'éléments. Et puis,
d'agropreneurs, pareil, du terrain. Voilà, ça n'intéresse personne. Donc la SNCF, que je vous avais dit, nous a confirmé des travaux sur l'aiguillage cet été. Donc voilà, on referme le passage à niveau au moins pendant 4 semaines. 4 semaines. Donc il va y avoir, dès qu'ils auront finalisé le calendrier, on vous le transférera. Et bien sûr, on informera tout de suite les commerçants. L'aiguillage, c'est sur le passage à niveau. Ils refont le passage à niveau aussi. Il fera toujours ça. Parce que, à cause de l'inflation. Un peu avant. La route marche comme ça, c'est la voie qui est droite. On fait pas de carrefour aussi, c'était bien, parce qu'il n'y avait plus de circulation de poids lourds, c'était... Bah là, t'as 4 semaines. Plus après, ils vont faire 2 nuits encore en septembre. Et il y aura un week-end de septembre aussi, complètement bouché. Parce qu'en fait, ils ont un camion, un wagon particulier qui refait les aiguillages. Oui, c'est un camion qui meule les rames. Ça, c'est impressionnant. Ouais, donc ça s'en vient pour un week-end. Non, il refait le profil. Parce que là, ils ont fait le profil pour le reste. C'est un camion très long. C'est pas le. Voilà. C'est pas le spin. Bon, c'est pas négociable. Ah non, déjà, je me suis tremblée parce que. C'est